nous allons écouter l'exposé de Mike Aldébaran qui va nous parler des dirigeables fantômes. Grâce aussi à Eric Zurcher et à Hervé, nous allons passer une soirée passionnante sur un sujet que nous connaissons très peu, la vague de dirigeables fantômes de 1896. Bonsoir Mike Aldébaran. Bonsoir à tous, bonsoir Isabelle, bonsoir Eric, bienvenue. Salut, bonsoir Hervé, et salut. Bonsoir à tout le monde qui est présent. Voilà, c'est Hervé qui sera l'animateur de notre soirée. Voilà. Oui. Donc on va y aller. Ouais. Donc bonsoir à tous et je vois qu'on est pas mal ce soir quand même. Donc c'est un plaisir de recevoir encore une fois Mike ce soir là pour cette interview et voilà, tu vas entamer un thème. Moi, en tant que chercheur, je m'intéresse au phénomène OVNI. Je pense que c'est un thème super important qui connecte pas mal d'autres thèmes. Ça, je pense que tu vas nous le montrer ce soir. Et je suis, comme Isa, elle l'a bien dit au début, c'est un thème qu'on connaît très peu. Bien entendu, je connais certaines histoires concernant ces dirigeables, mais tu vas un peu plus nous expliquer et effectivement, on n'entend pas beaucoup parler de ce thème. Donc voilà, c'est un plaisir de te recevoir ce soir et peut-être d'en débattre ou d'en parler ensemble, encore une fois, quoi. Bien sûr. C'est quelque chose qui me passionne depuis très longtemps déjà, grâce déjà aux ouvrages de Jacques Vallée qui en a parlé en premier, c'était le premier à en parler. Après Eric en a parlé aussi. Il y a eu plein d'autres personnes qui en ont parlé, mais c'est un sujet très méconnu en ufologie parce qu'il sort un peu justement du cadre, un peu de l'ufologie, puisqu'on est dans un cadre là plutôt de bateaux aériens, comme un peu les anciennes légendes, des navires aériens dont parlait Charles Fort dans le livre des damnés. Donc c'est un phénomène assez complexe qui commence en fait en 1896 à San Francisco et Auckland, mais qui s'étale en fait, c'est par vague. 1896 et de 1897 qui se trouve, elle, le Midwest américain. Voilà, 1896, il s'agit de San Francisco, de Auckland. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que Jules Verne a parlé de ça 10 ans avant, en 1886, avec Robur le Conquérant. Un roman raconte les exploits de l'ingénieur Robur, dont le vaisseau aérien, l'Albatros, en fait, ridiculise les performances des ballons Alice d'époque. Donc, muni d'un projecteur, il illumine les villes qu'il survole et intrigue fort ses habitants. Donc, il crée vraiment une vague d'aéronefs fantômes. Et Jules Verne, en fait, se plaît à décrire l'étonnement du public, des journalistes, l'intérêt, l'embarras des savants, ils ne comprennent pas. Et c'est ce qu'on va précisément voir 10 ans après, en fait, en 1896 et 17. Et là, on voit c'est une édition d'époque, Robur le Conquérant, Jules Verne. Oui, là, on voit une illustration que tu nous présentes. Effectivement, on reconnaît le style de Jules Verne. Et comme tu le dis, il avait toujours une once d'avance sur ce qui va se produire à chaque fois. Donc, bon, on ne se pose pas la question pourquoi, mais bon, voilà, c'est toujours bien d'en parler, effectivement. Un autre auteur en a parlé, il s'agit de Jean Sider, donc, qui lui, en fait, a réécrit donc un livre en fait de Thierry Pindivic. Donc c'est l'Airship de 1897, contribution à l'étude socio-historique de la vague des dirigeables fantômes aux États-Unis. Donc ça, c'est un livre très intéressant qui relate en fait toute la vague aussi de cette époque-là. Et c'est le seul ouvrage en français qui en parle. Ça commence en novembre en fait 1896. Donc il y a Sacramento. Et il y a le 20 novembre 1896, il y a Auckland. Et donc là, ce sont des dirigeables en fait qui se mettent dans l'espace aérien et beaucoup de gens les voient. Donc il y a des coupures de journaux comme là, donc le San Francisco Call, il y a le Sacramento Call aussi. Donc là,
il y a des images, en fait, il paraît comme en aluminium. Alors qu'à l'époque, les dirigeables n'étaient pas en aluminium, c'était plutôt en toile, donc on n'était pas encore du tout dedans. Ils entendent aussi des voix, comme des éclats de voix, comme si ils ont l'air de s'amuser. Et il y a un témoin, c'est Monsieur Lusk, qui entend ma foi, nous serons à San Francisco demain. Et aussi, à un moment donné, certains entendent attention, tu fonces dans le clocher, remonte un peu, remonte un peu. C'est ce que les témoins ont entendu, en tout cas, c'est ce que les témoins relatent. D'accord. Voilà. Alors, donc, cette vague-là est importante et elle ne dure pas très longtemps. Comme la plupart des vagues, en fait, OVNI, elle dure sur un peu de temps. Alors là, c'est une répartition, justement, des dirigeables qui avaient, alors curieusement, assez drôle, hein, on est un peu dans l'absurde, dans le réalisme magique, ils ont des ailes battantes. Donc ça, c'est assez drôle. Et donc ça, c'est tout le Midwest américain. Donc là, c'est 1897. Alors, il y a un cas en 1896 à Stockton, Folsom, enfin, dans ces environs-là. Quelqu'un rencontrerait deux martiens, entre guillemets, ce qu'ils appellent martiens à l'époque. Mais ce serait peut-être un hoax, en fait. Hein. Enfin, ça a été démenti par la suite, mais ça fait figure d'un cas, un des cas de rencontre. C'est le premier cas, en fait, de première rencontre avec les pilotes. Donc, parce que les pilotes, en plus, ressemblent, bon, là, ils ont l'air de martiens, pour le coup, mais la plupart des pilotes qui ont été rencontrés dans les cas de l'airship, airship dirigeable fantôme, il s'agit d'une représentation du farmer américain. C'est-à-dire qu'il ressemble totalement au trait du farmer. Il s'adapte en fait à... Alors là, il ne s'agit pas de petits gris ou de bonbons, ce serait plutôt des barbus, des fermiers barbus. Donc, en phase un peu avec l'époque. Comme à l'époque, en 54, les paysans avaient besoin d'avoir en face d'eux l'effet vitrine dont parlait Eric Zurcher, qui est ici présent, d'êtres qui ont l'air de cultiver le sol, de faire des prélèvements dans les champs, etc. Là, ils s'adaptent à eux et souvent, ils s'appellent soit Smith, soit ils ont d'autres noms en, fait, en parallèle avec les noms je veux dire, courants aux États-Unis. Ces dirigeables-là, ils vont contre le vent, ils peuvent aller dans l'orage, ils partent comme des coups de fusil, exactement comme des ovnis plus tard. Ils disposent de grandes lumières la nuit qu'ils balancent sur les villes, un peu comme Jules Verne décrivait. Alors, ce qui est drôle, c'est que Jules Verne, voilà, soit il a vu certaines choses, soit le phénomène ovni se calque sur une mythologie ambiante, Jules Vernesque. En fait, c'est ça. Ce qui est intéressant dans le phénomène, en fait, c'est que il paraît toujours en fait plausible pour le témoin de l'époque, mais il y a quand même quelque chose qui cloche. Il y a quand même quelque chose qui est pas tout à fait normal en fait. Mais par contre, pour l'époque, ça paraissait possible. Mais maintenant, avec le recul, on voit que cette technologie ne pouvait pas marcher, en fait. Ouais. On va relater donc justement quelques cas. Le 11 avril 1897, il y a un objet donc aux formes indéterminées qui fait un bruit strident dans la ville d'Appleton, dans le Wisconsin. Et quelques jours plus tard, un fermier de la région trouve dans son champ une tige métallique et une lettre qui écrit ceci. Le problème de la navigation aérienne a été résolu. Nous avons été capables d'atteindre la vitesse de 240 km/h et une altitude de 750 mètres. Le message que le fermier donc considère comme un message adressé par des extraterrestres, des martiens, contient également donc une description technique de l'engin et même son mode de propulsion, alors qui est très en avance, hein, c'est la vapeur. C'est pas, on est vraiment dans le cadre, mais en tout cas les témoins relatent toujours à peu près les mêmes histoires, où en fait ils rencontrent ces pilotes qui sont toujours affairés autour de l'engin, un peu comme dans la vague de 54 ou dans d'autres vagues, et il y a un effet de scénario. Il y a un effet de scénario où justement ils sont toujours, soit c'est un airship en panne, soit c'est un ovni en panne,
Mais bon, c'est le coup de la panne, hein, pour nous attirer, pour nous montrer un scénario, pour nous montrer quelque chose. On nous plonge un peu dans un effet dose, on nous plonge dans quelque chose qui pour nous appâter, en quelque sorte. Voilà. Ok. Le 12 avril, il y a donc un engin qui atterrit près de Greenwich, dans l'Illinois. Et un des témoins de la scène, donc, il affirme justement qu'un humanoïde quitte son engin pour procéder à quelques réparations. Donc, on est encore voilà, dans le coup de la panne et ça rappelle justement le cas dont a parlé Eric Zuchler, c'est le cas d'Abiad Guadzone, où on est dans ces cas, par exemple, de mimétisme aussi par rapport aux témoins, où on voit des êtres en fait qui soudent et qui ont l'air de faire une opération de soudure, et le témoin est soudeur, justement. Alors, il y a plein de cas comme ça, où ils apparaissent en miroir en fait du témoin ou de son métier. D'accord. Donc, il y a d'autres choses. Il y a dans le à Kalamazoo, des témoins en fait aperçoivent donc un objet lumineux qui traverse le ciel. Et puis ils ont entendu une formidable explosion. Puis le lendemain matin, ils trouvent un certain nombre de débris éparpillés, dont une bobine de fil métallique. 14 avril, il y a à Gass, dans l'Indiana, 6 humanoïdes qui descendent, qui semblent prendre des repères. Ils semblent trafiquer quelque chose. Alors les habitants tentent de s'en approcher, mais ils regagnent en fait le vaisseau avec une rapidité de l'éclair et donc ils partent. Le 13 avril toujours, à Fontanelle, dans l'Iowa, la foule assiste à un étonnant spectacle aérien. C'est le Chicago Chronicle qui relate les faits. Donc à 20h30, en fait, le bateau aérien a été vu par la population tout entière. On pouvait voir très distinctement la machine. On pouvait même entendre la vibration des ailes, parce il y a des ailes, hein, c'est ça qui est surréaliste. Il y a des ailes battantes. Hein. On entendait aussi des airs de musique. Ça, c'est assez drôle aussi. Et puis après, on a essayé de le saluer au passage. Et puis Phénomène qui est plutôt courant lors d'une apparition OVNI. Tu es d'accord avec moi, Mike? Oui, oui. Ou Eric. Oui. Mais voilà. Il y a quelques cas de musique, hein, je parle. Il y a quelques cas, dont certains sont mimetiques également. Oui. Ok. C'est ça qu'en fait, ils vont très lentement, ils font semblant de se présenter comme des airships, puisqu'ils vont doucement, et après, ils doivent partir comme un coup de fusil. D'accord. C'est ça, c'est assez drôle quand même. Le 15 avril, à Lynn Grove, dans l'Iowa, il y a un autre ovni équipé de 4 ailes géantes qui se posent sur le sol. Et puis, à leur bord, il y a donc 2 humanoïdes aux longs cheveux. Alors là, à l'époque, hein, c'était les longs cheveux, c'était les barbes. On est dans le trait des farmers américains. C'est les époques. Ouais. Voilà. Près de Shelby, des fermiers de Springfield dans le Missouri rencontrent dans leur champ les occupants d'un engin bizarre. Et ils apprennent avec stupeur que l'engin en question, puisqu'ils engagent une conversation avec eux, que l'engin vole à une vitesse de 300 km/h. Donc ça leur paraît quand même incroyable pour l'époque. Hein. Et souvent, on leur dit oui, on vous emmènera faire un petit tour, ou on reviendra, ou ça va remplacer votre train. Ça va révolutionner la technologie actuelle. Donc, il y a plein de cas, en fait, comme cela. Alors, le Houston Post relate le 22 avril 1897 le cas de monsieur John M. Barclay, qui habite la ville de Rockland. Il est présenté comme quelqu'un de saint esprit, de bonne réputation. Et donc, cette personne, en fait, vers 23h, il était dans sa chambre, il entend son chien qui aboie furieusement, il sort, il aperçoit quelque chose, et c'est tellement exorbitant que s'il n'avait pas entendu parler de l'archip, il se serait enfui dans les bois. Alors là, donc, il voit un objet de forme oblongue avec des ailes, dont les ailes qui reviennent, sur le côté des amarres donc de taille de forme variée, des lumières brillantes, parce qu'il y a souvent ces lumières-là de toutes les couleurs, souvent, mais qui semblaient davantage briller comme des lumières électriques.
Donc, comme M. Barclay, en fait, il le vit d'abord, il le vit parfaitement immobile. Puis après, il tourne un peu en rond, il fait des opérations. Et M. Barclay, après, c'est à Winchester. Et il va aller voir quand même ce qui se passe. Et puis, il voit en face de lui un homme qui a l'air comme lui, enfin, un fermier, ou qui est habillé un peu comme lui. Et cet homme, en fait, lui dit de rempocher son revolver. Et, monsieur Barclay lui dit, mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Et ce monsieur dit, qu'importe mon nom, appelez-moi Smith. Je voudrais de l'huile lubrifiante, une paire de ciseaux à froid, si vous pouvez m'en procurer, ainsi qu'un peu de sulfate de cuivre. Je suppose que le sieur de pierre est à côté. Il a les 2 premiers articles et que le télégraphiste aura le sulfate de cuivre. Voici un billet de $10. Prenez-le, procurez-vous ces choses et gardez le reste dans votre domaine. Alors, ce qui est très drôle, c'est que là, on est tout à fait dans le phénomène en fait d'échange. Alors, il y a un autre cas intéressant, c'est Frank Nichols, qui est fermier donc à Yosemite, dans le Trinity Country, dans le Texas. Monsieur donc, Nichols aussi, il voit donc deux hommes en fait qui portent des seaux et qui lui demandent la permission de tirer de l'eau de son puits. On est encore dans le côté échange. On est dans le côté échange. Et là, il ne s'agit pas pour lui de visiteurs célestes, hein, mais vraiment de mortels terrestres. Alors bon, d'accord, ils donnent la permission et ils invitent cordialement M. Nichols à les accompagner jusqu'au bateau. Alors cette fois-là, pour une fois, là, il monte le bateau. Donc il parle librement avec l'équipage, composé de 6 individus. La machine était si compliquée que le temps lui manqua en fait pour comprendre comment ça fonctionnait. Mais par contre, on lui explique bien que le problème de la navigation aérienne en fait a été résolu. Donc, il est construit une matière récemment découverte qui a la propriété de se maintenir par elle-même dans l'air et la puissance de son moteur est fournie par l'électricité fortement condensée. Donc, on l'informa que 5 à 6 engins avaient été construits dans une petite ville de l'Iowa et que l'invention serait livrée bientôt au public. Et qu'on est en train de former une compagnie au cours de l'année prochaine, qu'on se servira partout de ces machines-là, que ça remplacera votre train. Et donc, voilà, il apprend quelque chose. Souvent, les témoins C'est sont en intéressant face. ce que tu dis, Oui, parce que c'est, pardon, je te coupe, c'est non, intéressant ce vas-y, que tu vas-y. dis parce que, ils donnent des précisions, en fait, sur leur technologie. Donc enfin, toi qui connais plusieurs cas, c'est pas quelque chose, que les témoins, entendent souvent, quoi. Tu En vois ce que je veux fait, dire? il montre une technologie. La plupart des cas de rencontres, que ce soit dans les années 50 ou que ce soit en 1897, Mmh. ils vont parler d'une technologie qui est un petit peu en avance par rapport à eux, mais qui sont ces fois capables de comprendre quand même. Il faut que ce Mmh. soit dans leur schéma mental. Alors là, Ouais. c'est dans leur schéma mental, c'est la vapeur, c'est un plus lourd que l'air, on est là-dedans. Alors, il y a un autre cas, c'est l'Iowa dans le Kansas. Donc, c'est le cas d'Alexander Hamilton, à l'Iowa dans le Kansas. OK. Donc, ça se passe en fait, donc toujours en 1897. Mmh. Et il est réveillé par son chien qui justement, souvent les animaux sont souvent réveillés par le phénomène, que ce soit comme dans les années 50, dans la plupart des cas ovnis, les Mmh. témoins sont souvent, les chiens leur annoncent qu'il y a quelque chose, donc ils vont aller voir ce qui se passe dehors, parce que les animaux ressentent les choses. Donc là, son Mmh. bulldog, en fait, fait des siennes, il se lève, il va ouvrir la porte, et puis, à son grand étonnement, il voit un navire aérien descendre lentement justement au-dessus de son pré, et il appelle son fils, il appelle un fermier, ils prennent des haches, ils vont aller voir. Et l'engin donc était constitué en forme de cigare de 100 mètres de long. Et alors il avait un chariot en verre, en une autre matière transparente, qui alternait en fait avec une étroite bande de matière opaque. Il était brillamment donc éclairé de l'intérieur et tout était parfaitement visible. Il était occupé par des 6 êtres en fait, donc ça lui paraissait très étrange ces êtres. Mais il n'a pas pu saisir, ils parlaient ensemble, il n'a pas pu saisir ce qu'ils disaient. Toutes les parties du vaisseau n'étaient pas transparentes, mais étaient rouge foncé.
Donc, il n'y a que juste une partie qui était transparente. Donc, ils restent muets, en fait, complètement. Ils ont peur, hein, ils se demandent ce qui se passe. Et puis, ils allumèrent, en fait, les êtres, en fait, une source d'énergie, une grande roue de turbine d'environ 10 mètres de diamètre qui tournait lentement, donc, au-dessus de l'engin, se mit à ronfler. Et puis, le vaisseau s'éleva lentement comme un oiseau. Et puis, quand il fut à 100 mètres, il resta en suspens. Mais alors, la chose qui arrive, en fait, c'est que il y a une vache, en fait, de son champ qui est pris, en fait, qui est pris par une sorte d'encre ou quelque chose, et avec un nœud coulant. Et donc, la vache est emportée. Et alors, le lendemain, il pense, il va aller voir hein, si sa vache n'a pas été retrouvée. Et puis, il retrouve en fait son voisin, un de ses voisins retrouve, parce qu'au départ, il pense que la bête a été volée par des contrebandiers. Il se demande ce que c'est, il ne sait pas qui c'est exactement ces gens. Et en fait, ce qu'on retrouve, c'est qu'on retrouve dans le champ d'à côté la peau, les pieds et la tête de la bête. Et alors là, c'est drôle parce qu'on est dans les premières mutilations animales. En fait. Et voilà, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, super. On est dedans. Ouais, carrément. Et donc là, on est bien d'accord qu'il y a encore une fois une corrélation avec le phénomène OVNI. Voilà, on a ça. Parce que là, on parle de 1896, c'est ça? 17, pardon. Et c'est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, ça continue. Donc, c'est incroyable. Alors, il y a un cas, le 26 avril 1897, à Merkel. Alors, lui aussi est sujet à caution. En fait, il s'agit, ça c'est le Houston Post hein, qui relate ça. Donc, des groupes qui sortaient d'une église, en fait, voient un objet lourd qui traîne une corde qui était attachée. Donc, ils suivirent jusqu'au moment où, en traversant la voie ferrée, la corde se prit dans un rail. Alors, ils lèvent la tête, ils virent que ce qu'ils supposaient être le bateau aérien. Mais on voit, en fait, après quelques 10 minutes, un homme glisser le long de la corde. Il parvient assez près pour qu'on puisse le voir clairement. Il s'arrêta quand il vit des groupes, donc le groupe près de l'ancre, coupa la corde et repartit dans la direction nord-est. Alors, l'ancre est maintenant exposée dans la boutique des forgerons Elliott & Miller et attire l'attention. Donc là aussi, c'est peut-être un cas qui a été monté puisque là, on voulait peut-être mettre en avant la ville. Mais ce cas, en fait, rappelle un autre cas dont justement a parlé Jacques Vallée. C'est justement un cas qui se trouve en Irlande avec une histoire d'encre. Et là, on est justement en 1211. Donc là, c'est dans le comté de Cloera. Il y a donc toujours cette histoire d'église. En fait, on voit une ancre qui est lancée dans le ciel, on voit un bateau aérien, et un des becs, en fait, se prend dans l'arche au-dessus de la porte de l'église. Et donc, il vire un homme enjamber la rambarde, sauter jusqu'à l'ancre pour s'en détacher. On aurait dit qu'il nageait en fait dans l'air, comme dans de l'eau. Et les gens se précipitèrent, essayèrent de s'en saisir, mais l'évêque défendit d'attraper l'homme, car ça pouvait le tuer. Et l'homme fut laissé libre, il courut au bateau, et l'équipage coupa la corde et le bateau disparut. Donc là, on est dans les cas en fait de parallélisme entre justement une époque ancienne et des cas plus récents. Alors, on va partir sur d'autres cas. Alors, le cas, là, on a la photo, c'est le cas de James Fulton. Alors, ce cas, il y a deux autres photos aussi, mais là, déjà, on a l'image de ce cas. Donc, il s'agit, là, c'est l'Arkansas Gazette qui parle de ce récit. Donc, le conducteur James Fulton était bien connu dans la région puisqu'il était le conducteur du chemin de fer de la montagne de fer, le Iron Mountain. Voilà, c'est une représentation plus récente, en couleur. Donc, il dit qu'il est descendu à Texarkana pour ramener un train spécial. Et il savait qu'il en avait pour 8 ou 10 heures pour aller à Texarkana. Et donc, il va dans Howman, dans le Arkansas, pour chasser un peu. Et
donc la chasse s'est bien passée. Et puis, il est attiré dans les broussailles, il entend un bruit familier, un bruit qu'il connaît très bien, puisqu'il s'agit d'un piston de locomotive. Là, on est en miroir encore. Ouais. Et c'est le bruit du frein Westinghouse. Alors là encore, on est en parallèle avec le métier du témoin. Voilà. Il y a d'autres cas comme ça avec le métier du témoin, où là c'est beaucoup plus récent, où un conducteur SNCF qui s'amuse, enfin qui justement fait des balayages électriques de lumière, et il se rend compte qu'il y a un ovni qui fait exactement ce même balayage. Voilà. On est dans le mimétisme ufologique. Ouais, ok. Ouais. Alors donc, alors ça, ouais, pardon Mike, mais j'allais te dire un peu la même chose. C'est un peu, enfin, même Eric, je ne sais pas ce qu'il en pense de ça. C'est quelque chose de un peu de, c'est quelque chose de courant. Je crois qu'aujourd'hui, certains ufologues émettent des coups de laser, c'est ça, si je me trompe pas, lorsqu'ils voient certains ovnis, et parfois ils répondent, c'est ça, ou c'est un peu ce qu'on retrouve. Alors, je ne sais pas. Peut-être que. Oui, bon, Eric, allez, on Eric, continue. Vous voulez que je réponde? tu veux dire un mot? Oui, alors là, je ne sais pas ce que pense Eric. Vas-y, Eric. Bon, si vous voulez, il faut prendre un peu les choses à la base. Le phénomène ovni repose sur une espèce de matrice, en fait, où il y a un certain nombre de caractéristiques. En fait, il y en a 8. Mais toutes ne sont pas considérées. Elles font en fait l'objet de biais cognitifs. Et une des plus puissantes caractéristiques du phénomène ovni, c'est la dimension spéculaire, de l'italien specchio, miroir. Ça veut dire que ça agit en miroir, ça reflète. Et un miroir, c'est intéressant parce que ça reflète tout sauf lui-même. Et la principale activité de cette dimension spéculaire, c'est ce qu'on appelle le mimétisme, qui est extrêmement polymorphe. Le mimétisme, on le retrouve à peu près partout quand on commence à avoir la grille de lecture qui permet de le regarder. Mais en ufologie, ça fait l'objet d'un biais cognitif pour certaines raisons. C'est que ça ne cadre pas avec les grilles de lecture habituelles. Mais quand vous commencez à regarder avec cet angle-là, vous prenez un peu peur, effectivement, parce que vous apercevez que dès le début, ce phénomène nous a montré certaines choses qui étaient en relation avec nous-mêmes. Mais sur beaucoup de plans, pas seulement sur la technologie, pas seulement sur des bribes de fantasmes, par exemple, parce que là, on est à la fin du 19e, on est dans une bataille particulière entre le plus léger que l'air et le plus lourd que l'air. Exactement. Voilà. Et c'est pour ça que Jules Verne, avec son coup d'œil habituel, a pris parti 10 ans avant pour le plus lourd que l'air, et l'histoire va lui donner raison. Et ces phénomènes qui apparaissent correspondent un petit peu à l'imaginaire rêvé de l'époque. Voilà. Mais le phénomène ovni n'est pas mimétique uniquement pour ça, il est mimétique sur beaucoup de plans. Et il faudrait très longtemps pour en parler. Et de toute façon, on a parlé de l'échange là, par exemple. Oui. Mais je rappelle simplement que l'humanité a survécu grâce au troc pendant des dizaines de milliers d'années. On parle beaucoup également de la cueillette et de la collecte, qu'on interprète d'une manière classique. On dit oui, c'est des ingénieurs extraterrestres qui viennent, qui s'intéressent à la faune, à la flore et qui collectent tout un tas de choses. Mais je rappelle aussi, il faut quand même aller à l'essentiel. L'humanité a survécu au Paléolithique pendant peut-être 200, 300 000 ans par l'activité des chasseurs-cueilleurs. Donc la collecte était l'essentiel. Et à partir du Néolithique, 9000 avant Jésus-Christ, elle se sédentarise et ça ne devient plus la cueillette, mais la collecte de blé. Donc, on est peut-être sur un plan très général encore dans une histoire mimétique. Quant il faut bien appeler ça les massacres d'animaux, je rappelle que l'activité humaine dans ce domaine est une véritable catastrophe pour l'environnement depuis très longtemps. Voilà. Donc, on peut, après, si vous voulez, le mimétisme se déploie au niveau global.
très global, comme on le voit. La première vague d'après-guerre est également 100% mimétique en Scandinavie, en 1946. Oui, exactement. Oui. Et puis, dans le détail, c'est-à-dire dans le niveau particulier des cas, vous retrouvez souvent des éléments mimétiques dans le récit du témoin qui ne s'en rend pas compte, hein, évidemment, mais c'est vraiment très étonnant. Moi, j'ai enquêté des cas et j'ai découvert parfois des choses très étonnantes, mais pas sur le coup. Il a fallu des années de recherche, de travail, de réflexion, et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était un élément mimétique, alors au départ, ce n'était pas évident. Donc, cette dimension spéculaire, elle est très importante, et c'est peut-être une des clés d'entrée pour la compréhension de ce phénomène. Voilà, je résume comme ça. Oui, merci Eric. Très rapidement. Merci. Hein. Oui, pas de souci. Bah, surtout Très que bien. tu as été un des premiers, justement, avec Jacques Vallée, à parler de ce phénomène du mimétisme, justement. Donc, c'était pionnier en la matière. Oui, mais enfin, parmi beaucoup d'autres, hein, aussi. Avec ce livre-là, qui est présent. Ouais. Oui, à l'époque. Ah, super. L'original. Alors, donc, je reviens donc à James Houghton. Il voit donc cet engin. Il y avait un homme à bord de taille moyenne. Il remarque qu'il porte des verres fumés. Donc, il avait l'air de vérifier la tôle. Hein. On est encore dans la réparation. Hein. Il regarde, surpris, et il dit « Bonjour, monsieur, bonjour. C'est ça, le bateau aérien ?» Oui, monsieur, il y a ça. Et donc, il examine de plus près. Il voit que la quille, en fait, est divisée en deux parties et se termine, en fait, donc, par une pointe, comme la pointe d'un couteau, tandis que les flancs, en fait, grossissent jusqu'au centre, ils diminuent. Il y avait 3 grandes roues, donc, qu'on voit ici, de chacun des côtés, faites d'un métal recourbé et travaillées de façon qu'en avançant, elles deviennent concaves. Et alors là, il demande, veuillez m'excuser, monsieur, mais le bruit ressemble beaucoup à celui d'un frein à Westinghouse. Alors, il peut dire ça parce qu'il travaille quand même sur ce frein-là, puisqu'il est conducteur de chemin de fer, et donc il utilise le frein à Westinghouse. Alors peut-être bien, mon ami, nous savons d'air comprimé et d'aéroplane, mais vous en saurez davantage plus tard. On est encore on est dans la vapeur, dans l'aéroplane, on n'est pas dans une technologie très avancée. Hein, on va pas lui faire peur non plus, quoi. On reste dans le cadre. On va dire ça comme ça. D'un coup, tout est prêt, monsieur, on entend crier à quelqu'un, et ils sont affairés, d'un coup, disparaît dans le ventre de l'engin, il commence à cracher de l'air, les roues commencent à tourner, le bateau s'élève petit à petit en sifflant, les aéroplanes surgissent, et les gouvernails à la poupe du bateau commencent à virer d'un côté et de l'autre, et ça tournait si vite qu'ils pouvaient à peine en voir les rayons, et en un moins de temps qu'il faut vous le dire, le bateau fut perdu de vue. Là, le cas du 6 mai 1897, il s'agit, donc on est près de Hot Springs. Donc ils remarquent en fait, les témoins en fait remarquent une lumière qui est de loin et qui s'approche de plus en plus, et donc ils sont à cheval, et ils sont poursuivis en fait par cet engin. Ils sortent leur Winchester, hein. C'est les farmers, hein, c'est classique. Ah, c'est le coup de la Winchester. Et là, qui est là? Que faites-vous? Il demande aux êtres qui est en face d'eux. Et là, un homme à longue barbe noire s'avance. On est encore dans les barbes. Voilà. C'est pas le petit gris, hein, c'est pas le petit gris. Là, c'est la barbe. Là, c'est les barbus. Et donc, cet homme à barbe noire s'avance. Il a une lanterne à la main. Et puis après, leur avoir demandé qui ils étaient, en fait, il y a un jeune homme et une femme qui essaie de se cacher un peu d'ailleurs, et puis il distingue quand même les contours du bateau qui avaient la forme d'un cigare. Et l'être en fait remplit un grand sac d'eau. On est encore voilà, dans l'eau, il demande de l'eau du puits. Et donc la femme par contre s'abrite incapable puisqu'il pleuvait à verse. Et l'homme au favori leur invite de venir avec eux un peu plus loin. On connaît un endroit où il ne pleut pas. Venez, on connaît un endroit où il ne pleut pas. Et le témoin leur dit non, on préfère être mouillé en fait. On préfère ne pas y aller. Voilà. D'accord. On connaît un endroit où il ne pleut pas, c'est quand même assez drôle comme
comme réponse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ce dont a parlé Éric Zorcher, c'est l'effet dose. On nous plonge dans une autre réalité, ou un rêve éveillé dont parle M. Morin. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un gros scénario? Alors, Jacques Vallée, justement, dit j'aimerais bien connaître qui est le projectionniste derrière le film. Oui. C'est ça, en fait. Hein. Voilà, Jacques Vallée, Passepartout Magonia. Donc, puisqu'on est justement dans ce thème de la Magonie, hein, où, justement, déjà l'évêque Agobard, à l'époque, hein, puisqu'il s'agit de la Magonie, avait parlé de ça, puisqu'il y avait des êtres, enfin d'hommes qui avaient l'air de sortir d'un bateau aérien, et là, dans une époque très ancienne, et justement, il disait venir de Magonie. C'est pour ça que Jacques Vallée a appelé ça la Magonie, en fait, Passepartout Magonia. Et après, l'évêque Agobard donc, a popularisé le mot de la Magonie. Et donc, ces êtres-là ont été sauvés par lui. Il dit non, mais ce sont des humains. Et ils ont été sauvés de la foule voulait les lyncher. D'accord. Ouais. Transparent. Alors, ce qu'on retrouve ici, c'est les idéoformes de détail. Il y a des habitacles transparents, des portes, des échelles, des antennes, des trains d'atterrissage, des roues caoutchoutées, des tableaux de bord, des fils, des masques à gaz, des écouteurs. On est toujours en parallèle avec, justement, avec la chose du moment. Et donc, devant un cultivateur, ils vont prélever des végétaux, un prospecteur, ils vont ramasser des minéraux, un mécanicien, ils vont réparer un engin. Il y a un cas où quelqu'un qui était dans l'armée a vu un être qui avait une casquette, qui avait l'air vraiment habillé comme quelqu'un de l'armée, et il a assuré « Ah, c'était un mécanicien de l'armée, j'en suis sûr ». Là, par exemple, une petite question, Mike. Quand est-ce que, mis à part, on est d'accord que les 2 guerres mondiales ont fait développer la technologie, que ce soit de l'aviation ou que ce soit terrestre, la date d'un dirigeable allemand, par exemple? C'est les Allemands qui les ont développés. Oui, les Allemands et les Français aussi. Je peux répondre. Peut-être Eric aussi peut en parler. Oui, Eric. Oui. Cette question, je peux répondre. Les Français, aux alentours de 1850, c'est-à-dire 1850. avaient une grande avance sur la planète entière. En témoigne un ballon dirigeable qui s'appelle le Giffard, du nom de son inventeur, qui a réussi à faire un circuit complet contre le vent. Petit à petit, s'est instaurée cette guerre entre ce qu'on appelait les ballonnistes, qui sont les héritiers des montgolfières, et la montgolfière est devenue un dirigeable, en fait, hein, un ballon oblong. Donc, et on a commencé à mettre effectivement des machines à vapeur et tout ce qu'on pouvait dessus. Bon. Et les Allemands ont pris ça un peu à la volée vers la fin du 19e siècle et ont mis au point les Zeppelins, donc. Oui. Ça, à partir de 1900. Voilà, c'est là qu'à partir entre 1900 et 1910, c'est là que les Allemands commencent à produire énormément de Zeppelins dont la taille et la puissance va aller en augmentant. D'accord. Ça, voilà. Je savais pas. Et ils vont avoir d'ailleurs beaucoup de problèmes à cause du gaz qu'ils mettent dedans et qui s'enflamme pour un an. Il y aura énormément d'accidents, mais c'était aussi une question de prestige. Voilà. Ok, En 1937, les vols commerciaux ont été retirés en Allemagne à cause du Hindenburg qui a volé. Oui. Voilà. Et puis il faut se souvenir que dans l'entre-deux-guerres, il y avait des Zeppelins qui faisaient la route donc Berlin ou l'Allemagne, New York ou les États-Unis, en passant au-dessus du Maroc et en passant très bas au-dessus du Maroc, hein, et ils traversaient l'Atlantique. Et on a des cas où on a vu des Zeppelins ou ce qui ressemblait à des Zeppelins au-dessus du Maroc, alors qu'on sait qu'ils n'y étaient pas. Et ces Zeppelins sont apparus et ont disparu sur place. C'est quand même un peu fort de café, quoi. Ouais, carrément. Alors, il y a une chose intéressante, c'est justement dans les années 1850, alors je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, c'est justement ces ingénieurs allemands qui auraient été à Sonora. Et justement, il y a un certain Charles Dalchaux, justement, qui est né en Prusse et qui faisait des montages. C'était un peintre, en fait. Et il décrit donc un récit qui relate les aventures présumées donc des
des membres d'une société secrète qui s'appelle le Sonora Aero Club, regroupant des inventeurs donc, engagés dans la conception et la fabrication de ballons dirigeables propulsés par un gaz mystérieux. Et ça, c'est la théorie de Walter Bosley. Je ne sais pas si tu as entendu parler, Two Friends from Sonora, qui est paru en 2013. Oui, cette revendication, d'ailleurs, un ingénieur appartenant plus ou moins à cette lignée a revendiqué qu'il était à l'origine de la vague de 1897, mais il faut dire que ça rejoignait l'ère du temps et ce que pensaient les Américains, ce qu'on pensait à l'époque, à savoir qu'il y avait, notamment dans le Middle West, de grands hangars, et il y avait des inventeurs géniaux qui mettaient au point ces objets. Parce que la vérité, c'est que l'Amérique était très en retard dans ce domaine. En vérité, le premier vol d'un Zeppelin avec une machinerie, mais très archaïque, remonte à 1904. Donc, on est très loin de ça. Et donc, il y avait une aspiration du peuple américain à ce que le génie technologique américain se hausse au niveau des Européens et notamment des Allemands. Et c'est comme ça qu'a d'abord été interprétée cette vague de 1897, sauf que les inventeurs en question, on ne les a jamais trouvés. Ouais. Et oui. Ouais. Et on ne savait jamais d'où ils venaient et d'où ils repartaient. Non. Mais c'est une théorie parmi d'autres, hein, c'est une hypothèse, puisque c'est vrai quand même les Allemands étaient en avance au niveau technologique, les Zeppelin, sur les frères. Non, c'était leur truc à eux. Les ailes. Ils étaient en avance sur tout le monde en 1914. C'est sûr qu'ils étaient en avance sur tout le monde. Et ils n'ont pas cessé de progresser pendant la Première Guerre mondiale. D'où les raids de bombardement nocturnes quand même sur l'Angleterre. Il y en a eu peut-être 200 ou 300. Et on larguait les bombes un peu à l'aveuglette, il faut bien dire. Et puis ils ont subi des pertes assez rapidement parce qu'il suffisait d'une balle pour enflammer le monstre qui faisait 200 mètres de long. Et c'était une catastrophe. Tout l'équipage finissait grillé. Donc ils ont trouvé des astuces, des combines. Après, ils montaient au-dessus de la couche nuageuse et ils faisaient descendre un petit objet qui ressemblait à un obus avec un observateur dedans en dessous la couche nuageuse. Et le gars était relié par téléphone, par câble au Zeppelin. Et là, il donnait des indications sur les endroits où il fallait jeter les bombes. Mais en fait, ça a été une catastrophe sur le plan militaire parce qu'ils ont dépensé une énergie énorme. Ils ont tué, je crois, 500 civils à peu près au hasard et ils n'ont jamais touché un objectif militaire. Donc finalement, ils ont arrêté. Vers 17, ils ont commencé à arrêter toutes ces histoires. Voilà. Quel est ton avis justement sur le phénomène? Alors, est-ce que ce serait un phénomène ovni véritablement ou ce serait un phénomène ça pourrait être humain ou ça pourrait être autre chose? Bon, je ne pense pas que ce soit humain. Je ne pense vraiment pas que ce soit humain. C'est probablement lié au phénomène ovni. Ça n'apparaît pas pour rien dans cette période qui est la période. C'est là qu'apparaît le phénomène ovni d'ailleurs, vers 1885, au moment où la révolution industrielle commence à devenir un raz-de-marée qui balaye tout. Et ce n'est pas anodin. Et il y a beaucoup de choses dans le comportement de ces objets, de ces ballons fantômes, donc, qui rappellent le phénomène ovni qui va venir surtout après la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de points communs. Je suis toujours fasciné. Par exemple, je donne un seul exemple, il y en a beaucoup. Vous avez observé qu'il y a tout un bric-à-brac fantasmé technologique, d'hélices, d'ailes, de tout ce qu'on veut sur ces Zeppelins. Ce qui va d'ailleurs donner naissance à ce courant artistique qui est encore très opératif aujourd'hui, le steampunk. C'est très beau. Tapez steampunk, tapez steampunk sur Internet et regardez les images. Il y a des créations exceptionnelles qu'on retrouve dans les dessins animés et dans des films aujourd'hui. Bon, eh bien ça apparaît donc à cette époque. Et ce bric-à-brac technologique-là, qui n'a aucun sens, ça n'a, sur un plan technologique et physique, ça n'a aucun sens. C'est absurde. Eh bien, il va perdurer. Non seulement le ballon dirigeable va traverser tout le XXe siècle, on va l'appeler autrement, mais peu importe, et de temps en temps, il y a plein de cas où ce bric-à-brac technologique est rappelé de manière plus infime, je dirais. Mais par exemple, il y a un cas en Roumanie, juste avant la Seconde Guerre mondiale, où l'objet est une espèce d'obus énorme posé au sol, et en bas, il a tout un tas d'ailettes qui tournent.
j'y vois le rappel du bric-à-brac technologique de la vague de 1897. Et c'est arrivé assez fréquemment, ces histoires-là. Dans la manière de se comporter de ce phénomène, il n'avait pas les performances des ovnis d'après-guerre, hein, bien sûr, mais on voit déjà des virages à angle droit. Il y a un cas de RR2. Il y a ces lumières multicolores, alors qu'il n'y aura pas de lumière de reconnaissance sur les avions avant 1911. Et elles seront supprimées pendant la guerre, bien sûr, et pour réapparaître après. Quant à avoir un phare capable d'éclairer une ville ou d'une puissance pareille, il faudra attendre, je crois, 1930 ou 1935. Donc, on voit que ce phénomène avait certains côtés prophétiques, finalement, une certaine avance sur nos propres productions, sur notre propre devenir. Et ça ne lasse pas d'intriguer, bien entendu. Et plus c'est absurde, plus ça intrigue. Et tout simplement parce qu'on n'a pas les grilles de lecture pour lire ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un biais cognitif dans le milieu ufologique. Quand vous marchez sur des représentations science-fictionnesques et scientistes remontant aux années 50, évidemment, ça, ce n'est pas admissible. Donc, on tourne la tête, on ne regarde pas. Or, on a peut-être, je le répète, une clé d'entrée vraiment très, très, très intéressante par rapport au phénomène ovni dans ces histoires mimétiques et dans cette dimension spéculaire. Voilà ce que je peux dire très brièvement, mais c'est un sujet très intéressant. C'est un sujet très, très passionnant. Ah oui. C'est aussi les dialogues absurdes, hein, comme on peut voir avec Laszlo Givari en 1954. Oui. On est dans ce parallèle-là aussi. Oui, c'est quelque chose qui est pris chez nous, mais grossièrement, en fait. C'est pour ça que tu as entendu la conférence que j'ai donnée à Rennes-les-Bains. Et bon, je n'ai pas eu le temps trop de développer à la fin, mais d'un point de vue, ça dépend dans quel postulat vous vous trouvez. Si vous êtes dans le postulat classique, qui est le postulat exogène, donc extraterrestre, il n'y a qu'une seule explication possible à tout cela. Hein. Mais évidemment, elle est très déstabilisante, cette explication. C'est pour ça que j'en parle assez peu. Je travaille là-dessus, mais bon, voilà, parce que tout ceci est tellement absurde qu'on retrouve les déclarations d'Aimé Michel. Hein, on est face au carnaval de l'absurde, avait-il dit. Carnaval de l'absurdité. Et voilà. Tu peux nous rappeler peut-être le cas de Laszlo Givari, où justement il demande l'heure, il demande s'il va en Russie, en Allemagne. C'est très intéressant. C'est le cas de 54, oui. Alors c'est une absurdité absolue, bien entendu, comme la plupart des cas. Parce qu'on les prend, pourquoi? Parce qu'on les prend au premier degré d'abord et qu'on n'a pas la grille de lecture pour les lire, deuxièmement. Alors ce cas, il a fait couler beaucoup d'encre et tout le monde a essayé de l'expliquer d'une manière rationnelle, de le réduire finalement. Ce serait effectivement un pilote polonais ou je ne sais pas quoi qui se serait posé dans le coin, il ne savait plus où il était, il s'était perdu et puis il est reparti. On a même trouvé un objet volant, une espèce de ULM de l'époque qui aurait pu expliquer ça. Mais en vérité, ce sont uniquement des conjectures, hein. C'est des interprétations. On n'a pas d'explication par rapport à ça. Il faut quand même nuancer les histoires de rencontres rapprochées dans la vague de 97. Il y a deux choses à dire. Tout ce qui est observation rapprochée avec contact humain doit être nuancé parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup, apparemment, hein, les enquêtes qui ont été menées aux États-Unis ont montré qu'il y avait eu beaucoup de canulars faits pour des raisons bassement matérielles dans les villages, par les maires, des fois même, des villages. Hein. Mais la vague a été très sous-estimée. Les travaux d'Eddie Bullard sur le sujet, qui est de loin la meilleure étude hein, sur le sujet, parle de 3 à 4 000 cas pour l'année 1897 dans le Midwest. Et il dit, et ça on connaît, les fermiers du Midwest n'ont pas parlé, ils n'ont pas voulu parler par peur du ridicule et voilà. Mais c'est des observations aériennes. Ben, celui-là est extraordinaire parce que tu enlèves les deux ailes du bas, ça pourrait être un avion, un prototype comme tu en trouves chez Hergé notamment des années 20-30. Et oui. Oui. Voilà, sinon dans les livres, alors voilà. Alors voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Steve Carper. Alors là aussi, c'est une... pareil, il relate un peu les cas sous un angle justement du questionnement.
Hein. Alors, je ne sais pas si tu connais ce livre, Eric. Non, non. Voilà. Il y a eu plusieurs livres en fait sur la vague de 1887-97. Donc, il y a d'autres livres qu'on va montrer aussi. Alors là, voilà. Là, on est après, en 1909-1911. Alors là, ça ressemble vraiment au dirigeable aussi, un petit peu de 1897, mais c'est sur la vague d'Airship, donc de 1909. Donc, c'est un auteur qui est intéressant, qui a développé ce sujet-là. Là, on a un Zeppelin. Là, voilà, c'est un Zeppelin, mais c'est sur la vague 1909, en fait. Oui, c'est les répliques, ce que j'appelle les répliques, moi, après coup. Après. Voilà, alors, Alain Delalecq, lui, il pense donc, il pense que c'est une technologie terrestre, lui. Bon. Une quoi, pardon? Technologie terrestre, que c'est humain, quoi. Que c'était créé, que c'est humain. Alors, c'est sa position. Mais ce livre est un peu connu dans le milieu. Alors, je ne sais pas si tu connais un peu ce livre, Eric, si tu as des choses à dire dessus. Donc, je sais qu'il y a eu six grandes études sur la vague de 1897 aux États-Unis. Aucune n'a été traduite en français. Et oui, voilà, malheureusement. Et la plus importante pour nous est celle de Eddie Bullard, cet universitaire américain. Et c'est lui qui a dit, en fait, la vague a été sous-estimée. D'après son enquête, il a entendu beaucoup de bruit chez les farmers. Beaucoup de gens avaient vu ça. Et il a dit le véritable chiffre, ça devrait tourner entre 3500 et 4000 cas en vérité. Voilà. Et il conclut son étude d'une manière intéressante. Il dit tout ce que je peux vous dire, c'est que ce phénomène désirait être vu. Oui, c'est les Ulvilles, c'est l'ostentation, les Ulvilles, dont tu parles souvent. Alors, celui-là est donc de 2010. Après, on va voir le livre suivant. Steve Carper, c'était 2015 avant. Alors voilà, le fameux Walter Mosley. Donc là, c'est 2013, qui explique, enfin pour lui, ce sont des ingénieurs allemands qui sont venus dans les années 1850 à Sonora et qui en fait auraient créé tous ces phénomènes de dirigeables. C'est sa théorie à lui. Ça fait partie des différentes hypothèses et avec en fond justement Dalshaw. Voilà un petit peu de ce côté. Ensuite, il y en a un autre ou deux. Voilà, alors là, c'est Charles lui qui, par contre, est pour la théorie extraterrestre. Alors, lui, beaucoup plus. Et celui-là est de 91. Donc, c'est un livre aussi, un livre ancien aussi qui parle de la vague de 1897, là, du Texas, précisément. Du Texas. Voilà. Ensuite, il y en a un autre ou deux, je crois. On a fini. Alors là, c'est une représentation d'une comédie musicale, en fait. Donc, avec les ailes, avec tout ça. Voilà, là, c'est plutôt une caricature, mais c'est une comédie musicale. En fait. Voilà. Alors, dans l'histoire des airships, moi, je me méfie un petit peu de tout ce qui est vu vraiment à ras du sol, ce qui est rencontre rapprochée. En revanche, tu as plusieurs cas où des dizaines de personnes ont vu l'objet en l'air, donc assez haut, avec des gens qui faisaient des signes dessus. Oui. Or, ceci, encore une fois, il y a encore un lien avec l'ufologie. Ce n'est pas sans rappeler un tas d'autres cas, dont le fameux cas du révérend McGill à Boanaï en Papouasie, dans les années 50, 57, quelque chose comme ça. On est dans le même scénario, là. Tu peux nous rappeler un peu ce cas? Ouais, tu peux nous rappeler. C'est un cas très célèbre. C'était un révérend en Papouasie, donc dans ce village de Boanaï, qui était un missionnaire. Donc, et il avait toute la population autour de lui. Et pendant une grosse partie de la nuit, il y a un objet qui est venu, je crois, à 50-100 mètres au-dessus, qui était rond. C'était une soucoupe classique. Et il y avait une sorte de rambarde. Et il y avait plusieurs personnes qui faisaient des signes. Et tous les papous qui étaient autour faisaient des signes aussi.
D'accord. Et ça a duré 1 heure ou 2, hein, cette histoire. Et finalement, l'objet est parti. Le cas n'a jamais été expliqué. Il reste incompréhensible. Voilà. Ça fait partie des classiques de l'ufologie, on va dire. Hein, Ok. Alors, ce livre-là de Daniel Cohen, c'est 1981, The Great Airship Mystery. Alors là, c'est du débunkage. Hein. Lui, il pense que tout est faux. Mais il a fait grand bruit aux États-Unis. Alors, je sais pas, tu dois connaître ce livre-là aussi, je pense, de vue. Oui, j'en ai entendu parler parce que dans les 6 études, il y a également des études de sceptiques. Bon, et donc, l'explication est toujours la même. Hein. On réduit en disant qu'il y avait une psychose collective et que les gens ont pris des lanternes pour des vessies volantes et vice-versa, en confondant avec la Lune et Vénus. Ce qui est très facile comme explication. Ouais, ce sont d'excellents prétextes, la Lune et Vénus. Ah bah la Lune, c'est même actuel, hein, avec le GEPAN. Oui, mais ça... Et Ralph on va passer un petit peu. Ça n'a jamais changé, de toute façon. Fort Morin, on a parlé un petit peu de ça. Oui. Fort Morin, j'ai eu une interview, justement, où on a fait une interview sur, justement, l'Archip de 1897. Donc, ensuite, il y a d'autres... je crois qu'on a terminé avec les livres, en fait. Alors non, là, oui, c'est... Ah, d'accord. Alors là, oui, il s'agit peut-être Hervé, justement, tu peux nous en parler un peu, parce que tu connais mieux le sujet que moi. Oui, enfin, la BD, je la connais pas trop en fait, mais c'est vrai qu'ils en ont sorti un film il y a 10 ans, ou un peu moins, je crois. Il y a 10 ans sur Cowboys contre Aliens, c'est un film très bien réalisé par Jon Favreau, hein, ceux qui sont à fond dans le cinéma comme moi, qui vient de produire par exemple Les Mandaloriens, hein, et qui était derrière justement Boba Fett. Et en fait, mais je connais pas trop la BD en fait, parce que là par exemple cette interprétation qu'on voit, alors c'est vrai que dans le film on voit des Apaches aussi, et en fait c'est ce mélange de... Encore une fois, c'est marrant parce que tout à l'heure tu disais, Mike, ouais, ils sortent de suite la Winchester, tu sais, c'est le réflexe en fait. C'est le réflexe. Ouais, mais en fait, c'est ce qu'on voit bien dans le film. Ça, on le voit bien dans le film, tu vois. Ouais. Et bon, c'est un super film, hein, si vous l'avez pas vu, la Cowboys contre Aliens. Et bon, voilà, c'est tiré d'une BD. Il devait avoir une trilogie, ça s'est jamais réalisé. Mais bon, qui sait, hein, peut-être dans le temps. Voilà, on arrive à la fin de cette soirée. Ça passait extrêmement vite. Oh, c'est joli. Un grand merci à vous trois pour ce partage. Merci à et à toutes les personnes qui sont là. Bien sûr. Et il y aurait encore beaucoup à dire, mais voilà, on ne peut pas se dire en une soirée, c'est court, mais on a déjà un petit peu parlé du sujet. C'était déjà très bien. Bien sûr. C'est bien qu'on ait pu en parler parce que en France, il n'y a eu aucune conférence dessus, véritablement, spécifiquement sur le sujet. Les seules conférences qu'il y a, c'est surtout aux États-Unis, en fait. Où il y a des débats, il y a des choses. Mais c'est vrai qu'en France, c'est la première, on va dire, sur le sujet véritablement. Merci Isa. Allez, merci grosse bise à Eric. tous. Merci à tout le monde. Bis Eric, merci. Hein. Merci beaucoup à toi, pour ta Mike. Présence. Merci Eric, merci à Mike, merci à Hervé et à tous qui étiez avec nous pour cette magnifique soirée. Merci beaucoup et à bientôt pour les mardis de l'étrange. Ça marche, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.